Bienvenue à tous. Tout de suite, les titres de cette édition de la mi-journée. Ouverture ce jeudi à Saint-Pétersbourg du sommet Russie-Afrique. Les conditions à un retour à la paix entre la Russie et l'Ukraine. La question des céréales. Autant de sujets qui seront abordés lors de cette rencontre. Le chef de l'État Macky Sall prend part à ce sommet. La phase active du projet du port de Ndayane a été lancée ce mercredi. Avec la libération des emprises, l'État du Sénégal a déjà payé 2 milliards de francs CFA aux impactés. Le budget total d'indemnisation s'élève à 15 milliards. Les précisions du directeur général du port autonome de Dakar, Mountaga Si, était l'invité du journal de 20h. Célébration ce jeudi de la fête d'Ashura au Tamkharit. Elle correspond au 10e jour de l'année musulmane, journée de prière, de jeûne. À suivre dans ce journal le sens de la Tamkharit avec l'imam Mohamedou Cherif Diop. Bienvenue à tous. Ouverture ce matin à Saint-Pétersbourg du sommet Russie-Afrique. 17 chefs d'État prennent part à cette rencontre consacrée aux relations entre la Fédération de Russie et l'Afrique dans sa globalité. Le président russe a déclaré avoir l'intention de développer davantage la coopération avec les pays africains et cela va commencer par dissiper les inquiétudes en mettant fin au gel des accords sur les exportations de céréales ukrainiens. Le président Macky Sall, une des voix autorisées du continent, prend part à cette rencontre. Les migrants sénégalais qui étaient bloqués à Dakhla sont rentrés hier nuit à Dakar. Ils sont arrivés par vol militaire. Ils sont une cinquantaine, des femmes, des mineurs et des malades immédiatement acheminés à l'hôpital Abdouad. Fatigués, émoussés, certains boitillants, mais soulagés de retrouver le pays. Ces migrants sénégalais sont enfin de retour auprès de leurs familles, plusieurs semaines après avoir pris des embarcations pour l'Espagne. Étant donné que le président de la République a bien voulu mettre à notre disposition un avion de l'armée sénégalaise, nous avons pu ramener avec nous environ 50 migrants, dont ceux dont l'état de santé, évidemment, nécessite une évacuation par avion. Donc, les 19 qui étaient hospitalisés, nous en avons laissé un encore à l'hôpital, qui lui, quand même, est assez affecté. Par conséquent, les médecins ont jugé nécessaire de le laisser encore en milieu hospitalier. Le vol a duré moins de 3 heures. À bord des femmes, des mineurs, mais aussi des malades surveillés de très près par l'équipe médicale. Leur corps présente encore les stigmates d'une aventure qui finalement aura mal tourné. Le voyage par avion est réservé aux migrants les plus vulnérables. Les autres vont rentrer au Sénégal en bus. Les autres, environ 428, sont dans les centres actuellement à Argoub, à Birguindous et aux environs de Dakhla, en attente d'être rapatriés dans les jours à venir, au plus tard ce week-end, pour le premier groupe vendredi et le deuxième groupe dimanche. 8 de ces Sénégalais rapatriés sont directement acheminés à l'hôpital pour bénéficier de soins médicaux plus adaptés. Les autres rentrent chez eux après avoir rempli les dernières formalités administratives. Et parlons à présent du projet multifonction du port de Ndayane. Les travaux de démolition ont démarré ce mercredi. Il s'agit de la première phase de libération définitive des emprises permettant un bon début d'exécution du projet. Le budget d'indemnisation totale s'élève à 15 milliards de francs CFA et en 2 semaines, l'État du Sénégal a mobilisé et payé au moins 2 milliards de francs CFA aux impactés. Amadou Diallo. Des bulldozers, des bennes pelleteuses, des engins de toutes sortes. Le directeur général du port autonome de Dakar n'a pas lésiné sur les moyens pour lancer l'ultime étape devant conduire
au démarrage effectif du projet du port multifonction de Ndayane. L'opération de ce jour est menée avec la minutie requise. La semaine dernière seulement, un navire Grimaldi a déposé au port de Dakar, au terminal 2, 85 engins spécialisés dans la démolition sécurisée des façades maritimes et de projets portuaires. Si bien sûr que Ndayane tient son agenda, le président Macky Sall va livrer bientôt son ambition de hub portuaire et maritime. Et nous aurons la légitimité de défendre valablement, comme il l'a fait dans le ferroviaire, comme il l'a fait dans l'autoroutier, comme il l'a fait dans l'aéroportuaire, il le fera aussi dans le hub portuaire et maritime. L'opération dénote de l'achèvement du processus d'indemnisation de tous les ayants droit. En 2 semaines, plus de 2 milliards ont été payés. Nous avons remis pour 2 milliards des chèques aux personnes impactées qui consacrent 83 concessions pour lesquelles la démolition a démarré aujourd'hui. C'est un principe d'indemnisation juste, préalable et équitable. Nous nous félicitons aussi de l'adhésion des autorités administratives qui ont accompagné le projet. Il appartient à l'État de mettre à disposition du projet les emprises libres de toute occupation. Finalement, on a pu convaincre toutes les PAP et sur les 45 PAP de la phase prioritaire, on a pu avoir l'accord des 40 PAP. Pour le moment, il ne reste que 5 PAP qui devront passer en conciliation pour qu'on puisse finaliser la phase prioritaire. Pour réussir l'opération, le port avait pris toutes les dispositions. Ces maisons en façade de mer ont été vidées avant l'arrivée des engins. Vous voyez bien, c'est un spectacle de maisons en façade maritime, de piscines vidées de leur contenu, avec un environnement apaisé et une adhésion des personnes. Elles ont au préalable déménagé entièrement. Les forces de défense et de sécurité, depuis hier nuit, ont fait les visites maison par maison pour remarquer et valider qu'il n'y a personne qui est en danger, mais il n'y a aucune opération qui mettrait à risque les biens de l'État, mais aussi les personnes et les populations. Ces jeunes travailleurs sont tous issus de la localité de Ndayane et de ses environs. 3 maisons de projet sont érigées à Dias, Toubab Dialaw et Ndayane. Toutefois, le port invite les jeunes des localités environnantes à se rapprocher du projet pour en saisir les opportunités offertes. Et le directeur général du port autonome de Dakar a apporté des précisions sur l'opération de libération des emprises dans le cadre du projet du port de Ndayane. Mountagassi s'est aussi prononcé sur l'enveloppe de 15 milliards destinée à indemniser les impactés. Il était l'invité du journal de 20h d'hier. Le projet du port de Ndayane tiendra son agenda. L'exercice de ce matin consacre un processus de conciliation qui a impliqué 5420 personnes impactées par le projet du port de Ndayane. Nous avons structuré l'ordonnancement du chantier en 3 phases prioritaires. Dans un premier temps, s'attaquer à la phase des personnes et des concessions en façade maritime pour que pendant le mois d'août, qu'on puisse finaliser les travaux d'aménagement maritime, préparer les enrochements pour tenir l'agenda du projet pour la partie essentielle avant la fin de l'année. Dans ce cadre de déplacement involontaire de population, l'État a en charge de rendre au projet une emprise libre de toute occupation. Nous parlons de 1200 hectares. Ce projet impacte 2 départements, le département de Rufisque et le département de Mbour. Des commissions de conciliation, présidées chacune par le préfet du département concerné, ont amorcé des négociations pour travailler sur d'abord le recensement, travailler sur le respect des dispositions de l'État en matière d'indemnisation, mais aussi le président Macky Sall a fait le choix pour ce projet d'aller vers un schéma d'indemnisation qui de loin reste meilleur de tout ce qui a été fait jusque-là dans les projets d'initiative présidentielle. Un barème confortable pour un budget de 15 milliards de francs CFA. Sur les phases prioritaires, nous sommes sur 5 milliards. L'État a mobilisé à date ces 5 milliards de francs CFA.
Déjà 2 milliards distribués à ces populations déplacées. Ces 5 milliards de francs CFA concernent la façade maritime. Pour le département de Rufisque, la conciliation a abouti et nous avons distribué pour 2 milliards de francs CFA les 70% de personnes sur la façade maritime. La semaine prochaine, nous avons 3 milliards, dont 1,8 consacrés essentiellement aux impacts du département de Mbour. Le processus a réussi grâce à l'adhésion des populations. Le port autonome de Dakar, pour les localités principalement impactées par le projet, à savoir Diass, Yen, Toubab Dialaw et Ndayane, nous avons aussi développé un schéma d'indemnisation de proximité par une ingénierie sociale en mettant en place des maisons de projet, une à Diass, une à Yen et une à Toubab Dialaw, Ndayane. Ce sont les jeunes de ces localités qui travaillent avec les populations. Et ces maisons sont ouvertes de 11h à 22h pour permettre aux personnes de venir dans un schéma d'accompagnement et de facilitation afin de pouvoir disposer des documents administratifs nécessaires pour pouvoir préparer les démolitions. Les forces de défense et de sécurité nous ont encadrés. Ce matin, nous avons procédé à la démolition de 23 concessions. Généralement, les façades maritimes, ce sont des concessions d'une certaine envergure. Vous voyez bien, ce sont des piscines vidées de leur contenu, des grandes bâtisses qui ont préparé la journée d'aujourd'hui. Les personnes impactées ont reçu leur chèque. Nous les avons accompagnés dans le déménagement de leur équipement et de leur matériel et les forces de défense et de sécurité nous ont encadrés. 85 engins spécialisés dans la démolition des ouvrages en façade maritime ont été débarqués la semaine dernière au port autonome de Dakar. C'est DP World, donc notre partenaire stratégique, en relation avec le port autonome de Dakar, qui a consacré cette batterie d'organisation intelligente d'un schéma d'ingénierie sociale impactant l'ensemble des personnes qui sont dans le projet. Ce que je veux dire, je remercie le préfet de Rufisque et le préfet de Mbour et l'ensemble de l'administration, parce qu'il y a le cadastre, les eaux et forêts, qui ont accompagné le port autonome de Dakar dans l'évaluation de l'indemnisation. Nous avons amorcé le projet. Les travaux de terrassement démarrent déjà dès ce week-end pour qu'on puisse attaquer la phase maritime avec l'endiguement et les schémas d'enrochement pour que le président Macky Sall, qui a imaginé ce grand projet, ce sera le plus grand port de la côte ouest africaine, un port en eau profonde, un canal de 5 km avec une profondeur de 20 mètres. Nous aurons bientôt un quai de 3 km de linéaire avec une profondeur de moins 18 et qui permettra l'accostage des plus grands navires au monde, projet imaginé par le président Macky Sall, conçu par le président Macky Sall, stabilisé financièrement et juridiquement par le président Macky Sall, et la phase d'exécution a démarré maintenant. Voilà ce qui consacre la livraison du projet. Le chantier tient son agenda et depuis le 1er avril 2024, sur un délai de 48 mois, ce projet sera livré le 1er avril 2027. Monsieur Sy, qui parle de libération, parle forcément de déplacement, ce qui n'est pas toujours facile. Comment vous avez procédé justement pour mener cette opération? Vous savez, d'abord, il y a l'intérêt de la pédagogie à expliquer donc, aux populations l'intérêt d'un tel projet. Aucune personne impliquée dans le projet, nulle part dans les localités impactées, les gens refusent l'intérêt du projet. La reconnaissance d'un tel projet dans le tissu économique du Sénégal a été consacrée. Nous avons déroulé aussi un recensement, comme je l'ai dit, inclusif, avec une communication de proximité sur les barèmes d'indemnisation, les textes de loi qui encadrent ce processus par des experts, notamment les préfets et les commissions de conciliation. Le président Macky Sall, d'une part, le barème d'indemnisation, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans le cas de déplacement involontaire de population, consacre un tarif qui tient largement la comparaison de tout ce qui se fait de mieux en la matière au Sénégal, d'une part. Le président nous a aussi indiqué des schémas d'accompagnement social au-delà de la partie indemnisation, avec aussi des projets initiés pour pouvoir former les jeunes de ces localités-là et de les impliquer dans les travaux du chantier. Nous sommes à peu près sur 25 000 emplois
en phase d'exécution du projet avec une priorité à accorder aux jeunes de ces terroirs-là. Et vous voulez dire par là que l'espace social est pacifié? L'espace social est pacifié, c'est ce qu'on a constaté ce matin avec une implication des responsables locaux, une implication des jeunes des localités, mais aussi une préparation avec minutie et rigueur des personnes qui ont été impactées par le projet, qui ont pu déménager, et assister et participer à l'opération de ce matin, une opération d'envergure, avec des engins adaptés et une expertise appropriée. Toute la nuit d'hier, les forces de défense et de sécurité ont visité, maison par maison, les 23 concessions pour vérifier que les conditions sécuritaires sont remplies, et c'est pourquoi on a démarré le chantier ce matin. Nous continuerons dans la semaine, et les terrassements et l'endiguement démarreront en tout début du mois d'août. Monsieur Sine, Ndayane, c'est un port en eau profonde qui va voir le jour. Pouvez-vous nous parler concrètement, plus amplement de ce projet? Le projet du port de Ndayane, comme je l'ai indiqué dans nos différents développements, c'est la Rolls-Royce des ports. En matière de port, nous sommes donc un port en eau profonde. C'est le seul port de la côte ouest africaine qui revendique un tirant d'eau de moins 20 mètres et un channel de 5 km. Un navire à conteneurs qui accoste aujourd'hui à Dakar avec un tirant d'eau de moins 13 mètres transporte en moyenne 7 000 à 10 000 conteneurs. Un navire qui viendrait sur le port de Ndayane, tirant d'eau moins 20 mètres au niveau du canal, les quais à moins 18 mètres, peut transporter jusqu'à 40 000 conteneurs. Un seul navire sur Ndayane représente à peu près 5 à 6 navires sur le port de Dakar. C'est la consécration définitive d'une compétitivité portuaire et qui consacre le hub portuaire et maritime, comme l'a bien indiqué le président Macky Sall dans sa vision. Vous avez parlé tantôt de l'implication des jeunes, notamment de la population de Ndayane. Côté emploi, à quoi peut-on s'attendre justement? 25 000 emplois en phase de travaux et 260 000 emplois avec le tissu industriel de la zone industrielle portuaire. Il y a 600 hectares de zone économique spéciale qui va densifier la petite et la moyenne entreprise et qui va polariser 200 000 emplois. Vous savez que 85% des conteneurs qui arrivent au Sénégal rentrent vides. Donc nous allons développer de la petite et la moyenne entreprise pour charger et inverser le volume du trafic retour. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons 300 hectares de ports spécialisés en trafic conteneurs par DP World. Et l'État du Sénégal a investi sur les infrastructures maritimes communes et les infrastructures terrestres communes. Pour 300 hectares, nous allons finaliser le programme fonctionnel de la partie sénégalaise. Et je rappelle que le port de Ndayane, le terminal à conteneurs de DP World à Dakar, l'État du Sénégal a désormais actionnaire à hauteur de 40%. Nous sommes un partenaire majeur avec un pacte d'actionnaires qui consacre l'implication de l'État du Sénégal dans les organes de gouvernance de ce projet-là. Le chef de l'État a fait ce qu'il fallait faire de son côté en effectuant la pose de la première pierre en janvier 2022. Aujourd'hui, vous avez la responsabilité justement de réaliser ce projet historique. Absolument. Les lots techniques sont attribués. Le véhicule contractuel entre l'État du Sénégal et DP World est stabilisé. La mobilisation des ressources financières pour réaliser le projet d'une part, pour indemniser les personnes impactées, ce schéma est aujourd'hui stabilisé, ce que nous sommes en train d'exécuter. L'État a mobilisé 5 milliards. Je ne parle que de l'indemnisation des personnes impactées par le projet dans un cadre de déplacement involontaire de population. Le projet, c'est le plus grand projet de l'histoire du Sénégal indépendant en matière d'investissement privé. Nous parlons de 800 millions de dollars sur ce projet-là. Voilà ce que consacre le président Macky Sall, un investissement privé en PPP avec un investisseur de référence. Un nouveau challenge pour vous? Absolument, c'est de nouveaux défis, un nouveau challenge avec une équipe compétente au niveau du port autonome de Dakar, un espace apaisé avec aussi une implication, comme d'habitude, du préfet de Rufisque et du préfet de Mbour qui ont déjà consacré des indemnisations et des réalisations de grands projets autoroutiers, des projets portuaires, des projets de zone économique spéciale, des projets de centrales électriques. Donc, l'expertise est là, l'engagement est là, les ressources financières sont là, le véhicule contract est stabilisé et le projet tient bien son agenda. On parle de port multifonction. Cela veut dire quoi exactement? Port multifonction sur
le terminal à conteneurs de Dakar, nous sommes essentiellement sur un trafic conteneur. Port multifonction, dans ce port, on peut faire aussi des cargaisons conventionnelles. On peut faire du trafic conteneur. On peut faire du trafic roulier. On peut faire d'autres activités et des zones économiques spéciales intégrées. C'est ça un port multifonction qui offre différents segments d'activités portuaires mieux et plus qu'un simple terminal à conteneurs. Voilà, donc quel va être justement son positionnement par rapport au dispositif déjà existant? Vous savez que le président Macky Sall a déjà consacré le 22 février 2023 le décret 2023 du 22 février 2023, numéro 353, consacrant la mise sous tutelle de l'ensemble des ports du Sénégal sous la responsabilité du port autonome de Dakar. Donc nous avons deux paliers. Les ports principaux, c'est le port de Dakar, le port de Bargny-Sendou et le port de Ndayane. Après, nous avons les ports secondaires, le port de Ziguinchor, le port de Kaolack et le port de Saint-Louis. Chacun des ports secondaires va polariser les opportunités économiques de ces terroirs. Ziguinchor, avec donc toute l'activité Acajou, la polarisation de la façade maritime, le port de Kaolack, qui va polariser l'activité du sel, l'agriculture, et le port de Saint-Louis, qui va s'ouvrir vers la façade maritime pour servir aussi l'activité pétrolière et gazière. C'est ça qui consacre sur la région de Dakar 3 ports principaux. Le port autonome de Dakar, qui polarise l'activité des cargaisons conventionnelles principalement, le port de pêche, et le port de Dakar va aussi polariser un changement de vocation. Le port de Bargny-Sendou, c'est principalement de l'hydrocarbure et du pétrolier et du vraquier minéralier. Et le port de Ndayane, principalement du trafic conteneur, avec aussi des activités en multifonction. Nous allons polariser avec donc le schéma des ports secs. Le président Macky Sall, avec le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres, vient de lancer la connexion ferroviaire avec les chemins de fer du Sénégal, de Dakar, Thiès à Tambacounda. Le président a lancé la vision d'un port sec à Tambacounda pour avoir le premier point économique de rupture de charge vers les zones minières et vers le Mali. C'est ça la vision du président Macky Sall qui va se consacrer le plus grand, le plus compétitif et le plus viable et soutenable dans le temps d'un hub portuaire et maritime. Voilà ce qui a démarré ce matin. Ndayane tiendra bien son agenda. Nous ne sommes pas les seuls dans la sous-région. Il y a Abidjan, Lomé. Abidjan, Lomé ne tire pas plus profond que le port de Ndayane. Abidjan, Lomé densifient leur économie. Ce que nous allons faire pour rattraper, c'est la zone économique, industrielle et portuaire. Le port autonome de Dakar déjà, avec les succès associés à la décongestion maritime et à la congestion terrestre, nous avons remarqué depuis janvier 83 navires qui ont changé leur route maritime. Au lieu d'aller à Abidjan, au lieu d'aller au Ghana et d'aller donc à Lomé, ont décidé de venir à Dakar, décharger ici, par voie terrestre, atteindre Abidjan plus vite qu'en partant atteindre Bamako, pardon, plus vite qu'en partant d'Abidjan. Nous sommes en train de travailler sur l'Interland. Ce n'est pas le schéma des autres pays. Le Sénégal est parti avec une conception solide, rigoureuse, d'un hub portuaire et maritime, comme le président l'a fait dans le ferroviaire, comme il l'a fait dans l'aéroportuaire, comme il l'a fait dans le routier. Il le réussira et les bases sont véritablement jetées pour le portuaire et le maritime. Voilà, le directeur général du port autonome de Dakar, Mountagassi, qui est revenu sur cette phase d'exécution du projet du port de Ndayane avec la libération des emprises. À terme, le projet va générer 200 000 emplois. Après 2 années de mise en œuvre du système de régulation, le récépissé d'entrepôt connaît un succès manifeste chez les utilisateurs, l'outil qui a fini de s'imposer comme un levier de promotion et de performance pour les producteurs bénéficie de la confiance des bailleurs. Ce sont là les assurances du directeur de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt, Driss Junior Diallo, était l'invité du magazine Le Point avec Ousmane Garifay. On a eu des financements avec les partenaires bancaires de plus de 5 milliards 600 millions de francs CFA en 2 années d'activité. C'est extrêmement important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le récépissé a été adopté par les populations, a été adopté par les industriels, mais surtout par les producteurs agricoles qui, habituellement, très loin des capitales, des capitales régionales, départementales, avaient cette difficulté, malgré leur stock de produits agricoles, à accéder au financement. Aujourd'hui, cela est fait. Donc c'est aussi en même temps
plus de 121 magasins à travers le pays qui ont été visités, qui ont été mis aux normes. Parce que pour faire le financement par récépissé d'entrepôt, il faut que vous ayez l'infrastructure de stockage. Et cette infrastructure, et ces magasins qui étaient habituellement laissés en rade dans les départements, dans les communes, ou qui avaient été même abandonnés pour certains, ont été visités, beaucoup ont été mis aux normes. Donc c'est 121 qui ont été mis aux normes et qui permettent aujourd'hui de conserver du mil, du maïs, qui conserver de l'arachide, de l'anacarde, du riz, de la pomme de terre, ainsi de suite. Donc ces 121 magasins, c'est aussi extrêmement important. Il faut aussi compter ce qu'on appelle cette animation économique, cette éducation financière dans les différentes régions avec ces producteurs agricoles. Donc c'est aujourd'hui plus de 5000 personnes qui ont effectivement bénéficié des différentes formations en 2 années d'activité, et ce, dans toutes les régions du Sénégal. Nous avons essayé aussi de comptabiliser, par exemple, en termes d'emploi, les emplois qui ont été créés ça et là. Nous sommes autour de 814 emplois, dont 604 femmes. Et c'est extrêmement important pour nous, ce niveau de résultat en 2 années d'activité, tout en comptant la mise en place, comme je vous l'avais dit tantôt, parce que nous n'avons pas eu de répit, en fait. Dès le lancement de l'activité, il fallait en même temps travailler pour les missions habituelles, mais en même temps, parallèlement, mettre en place la structure. Voilà, Driss Junior Diallo, directeur de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt, invité de l'émission Le Point avec Ousmane Garifaye. Tout de suite, le journal des régions. Et pour démarrer cette deuxième partie, la communauté musulmane célèbre ce jeudi la fête d'Ashura ou Tamkharit. C'est un jour de prière, de jeûne et de festin pour promouvoir le partage et la solidarité. En ce jour, le musulman doit plus que jamais renforcer sa dévotion et éviter les interdits. Nous écoutons à ce propos Imam Mohamedou Cherif Diop. Il est au micro de Ndeye Koumba Ndiaye. Le prophète alayhi salam, quand il est venu à Médine, il a commencé à jeûner le jour de Ashura. Et il a dit, celui qui le peut, qu'il le jeûne. Les Juifs aussi le jeûnaient. Quand il leur a demandé, ils ont dit, parce que c'est ce jour que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a noyé Pharaon et fait échapper Banu Israël. De la même façon, l'histoire islamique relate que tous les grands faits historiques des prophètes, leur jour de victoire sur la mécréance, c'était le jour de Ashura. C'est ainsi pour le prophète Noé. C'est le jour de Ashura que Dieu a fait le déluge. Pour le prophète Ibrahim, c'est le jour de Ashura qu'il est sorti du feu. Le prophète Lot, le prophète Shoaïb, le prophète Youssouf, etc. L'ensemble des prophètes, on a rapporté que c'est ce jour, en ce jour-là, que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a fait briller la lumière de la foi, qui a dominé de façon définitive l'obscurité de la mécréance. Et de ce fait, le musulman doit compter ce jour d'Ashura parmi ce que le Coran appelle Ayyamullah, les jours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des jours qui renforcent la foi. Ce sont des jours qui permettent aux musulmans de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des jours où le musulman qui vient de passer une année fait le bilan et tire les conclusions. Il doit se dire, qu'est-ce que j'ai fait de bien pour renforcer? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Demander pardon à Dieu subhanahu wa ta'ala et prendre la décision de ne plus revenir sur cela. Voilà, Imam Mohamedou Cherif Diop qui est revenu sur le sens de la fête d'Ashura, communément appelée Tamkharit au Sénégal. En sport afro-basket, Rwanda 2023, la compétition démarre ce vendredi à Kigali et le Sénégal continue de peaufiner sa stratégie. L'équipe nationale féminine s'est entraînée ce matin à Kigali, au Kigali Arena, à l'exception d'Aya Traoré laissée au repos. Tout le groupe s'est entraîné avant de se livrer à la traditionnelle séance de shooting. Reportage de nos envoyés spéciaux à Kigali, Massiré Faye et El Hachi Tierno Tramé. C'est tôt le matin à 8 h précisément que les Lions se sont entraînés sur le parquet du BK Kigali Arena
La séance a duré un peu moins d'1 heure. Les derniers réglages tactiques avant le début de la compétition. Mathilde Diop, une des novices du groupe, semble enthousiaste mais prudente. Ça a juste confirmé le travail dur qu'on a accompli depuis 8 semaines. Donc ça fait du bien quand même, ça fait du bien, même si on sait qu'on va s'attendre à plus. Parce que ça va être encore plus dur, donc on va les prendre match par match. Je suis très excitée parce que bon, tout ça a été un rêve depuis toute petite, donc j'espère que tout va bien se passer, Inch'Allah. Les 2 matchs joués contre le Mozambique et la RDC leur ont permis de se faire une idée de l'intensité physique du basket africain. Elles, comme Fatou Pouy, novice également, savent à quoi s'attendre. Parce que commencé depuis Nous le sommes Sénégal. prêtes. Donc, on a commencé le travail au Sénégal. On est venu jouer des matchs amicaux. Il nous reste quelques réglages, mais nous sommes prêts. On va jouer toutes les équipes avec le même respect. Mais on va se concentrer et jouer notre basket. Après la séance, les Lions se sont prêtés au jeu des photos à l'occasion du FIBA Media Day. Alliance Malak, au revoir le rythme. L'Afrobasket démarre ce vendredi. Le Sénégal affronte l'Ouganda samedi pour sa première sortie dans le groupe C. À Kigali, les Lions du Sénégal continuent donc leur préparation. Elles ont affronté un match amical, la RDC, match qui s'est joué à huis clos, mais qui s'est soldé par une victoire. Le score, 71-53. Pour les filles de Tafa Gueye, l'entraîneur des Lions revient sur ce match et les progrès effectués par les filles à quelques heures du début de la compétition. Moustapha Gueye est au micro de nos envoyés spéciaux. Il y a des bonnes choses, des moins bonnes. On est tout le temps dans les correctifs, dans les ajustements. Ce qui est difficile, c'est que RDC est venu faire la zone pendant toute une mi-temps. Si tu n'as pas la réussite, c'est un peu problématique. Mais nous avons continué à travailler ensemble, à chercher les bonnes positions. Et quand on a commencé à mettre les paniers, on est parti au score. Donc, un match de préparation, ça sert à ça, à faire rencontrer des difficultés, à essayer de les surmonter pour être meilleur. Dans le jeu d'ensemble, j'avoue que contre Mozambique, on a mal démarré. Mais on était mieux au 2e, au 3e, au 4e quart-temps. C'est au niveau des shoots qu'on s'est amélioré aujourd'hui. Même s'il y a des efforts à faire, contre Mozambique, on n'avait vraiment pas les scores. Le pourcentage était très faible. Mais au niveau de la combativité, au niveau de la volonté, je pense que les filles sont en train de montrer un bon visage, un peu meilleur au fil du match. Est-ce que vous pensez que les filles ont eu suffisamment de temps pour s'adapter au climat de Kigali? Non, on a plus de temps. Mais on fait comme tout le monde, il faut qu'on se fasse violence et qu'on aille chercher au fond de nous-mêmes l'énergie qu'il faut pour jouer tous les matchs à fond. Un mot peut-être sur le changement. Madjiguène qui remplace Atkine, est-ce que ça n'a pas un peu chamboulé votre dispositif de départ? Un peu oui. On espérait avoir fait cela. D'ailleurs, je lui tire le chapeau. On la félicite pour tout ce qu'elle a fait. Mais les problèmes de santé, c'est ça. Mais Madjiguène aussi a vraiment un gros potentiel, elle a beaucoup à nous apporter, elle est très polyvalente. Et ensuite, elle a fait 2021, donc on compte sur elle pour apporter tout ce qu'il faut, le plus qu'il faut. Et après le basket, parlons de football avec la Coupe du monde féminine. Le Nigeria a décroché la première victoire africaine de la compétition. Les Super Falcons ont dominé l'Australie sur le score de 3-2. Le match comptant pour la deuxième journée dans la poule B. Le Nigeria a réussi une belle remontada et garde intactes ses chances de qualification en 8e de finale. Et place à présent à l'actualité internationale. Elle nous mène au Niger pour parler de cette tentative de coup d'État. Le président Mohamed Bazoum ainsi que son épouse sont retenus par des membres de la garde présidentielle. Dans un communiqué, la CEDEAO appelle les acteurs de cet acte à libérer immédiatement et sans condition le président de la République démocratiquement élu. Les réactions internationales se multiplient
et des pourparlers ont eu lieu ce mercredi entre les acteurs dirigés par le général Abdourahmane Chiani, un officier issu de l'armée de terre. Et voilà qui met fin à cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour l'édition en Wolof. Bon après-midi à tous.